On ne se refait pas. Non, on ne se refait pas. Malgré les années, il m'arrive encore parfois d'entendre la voix de ma grand-mère interpellant ainsi mon grand-père, le matin du premier dimanche du mois, lorsqu'il s'apprêtait à se rendre aux manœuvres des pompiers de la commune, en jurant ses grands dieux que, promis, cette fois-ci, il n'irait pas avec ses collègues au café boire un coup, et plus si affinité, après ces fameuses manœuvres. On ne se refait pas, tu disais, et je crois bien que tu avais raison, et que nos principaux traits de caractère demeurent dans le temps. De cela, je suis du reste une assez bonne illustration. Moi qui, jeune déjà, éprouvais le besoin de ne pas faire comme la majorité de mes semblables, de ne pas suivre le troupeau de moutons en quelque sorte. Peut-être parce que, partage du prénom oblige, je pensais inconsciemment comme l'ami Brassens, que le pluriel ne vaut rien à l'homme, et sitôt qu'on n'est plus de quatre, on est une bande de cons. Par exemple, alors que la plupart des jeunes de mon âge appréciaient d'aller passer leur samedi soir au bal ou en discothèque, pour rencontrer les filles ou boire quelque alcool, voire même les deux activités, mais alors de préférence dans le bon ordre. Je passais pour ma part mes samedis soirs aux réunions du club d'échecs. On n'en concluait pas pour autant que j'étais un ours, obstinément fermé au commun des mortels. Il m'arrivait, et plutôt pas trop mal, de pratiquer également le football ou le tennis. Mais si le même jour avait lieu un match de football et une rencontre de tennis ou d'échecs, c'était bien le noble jeu qui avait alors ma préférence. À mon insu, les années se sont trop vite écoulées. Et me voici maintenant rendu à un âge où il s'avère bien difficile de ne pas être affublé de quelques vagues maladies. Et c'est là qu'on constate toute la pertinence du fameux on ne se refait pas de ma grand-mère. En effet, j'aurais pu me contenter des mots de monsieur tout le monde. Un soupçon de cholestérol ou de sucre en trop, un chouïa d'hypertension, une prostate un peu trop grosse, un vague surpoids avec une petite bedaine. Mais que nenni! Tout d'abord, à une époque où tout le monde, ou presque, paraît désireux de perdre quelques kilos, je semble avoir mis un point d'honneur à demeurer maigre comme un clou, tellement même qu'il me manque au moins 10 kilos pour réintégrer la fourchette basse de la norme. Mais ce n'est pas tout. À croire, comme se sont toujours plu à le proclamer certains dans mon entourage, que je ressens viscéralement le besoin de faire mon intéressant, de me faire remarquer en quelque sorte. Et là, bingo, il faut bien reconnaître que pour se faire remarquer, Parkinson, il n'y a vraiment pas mieux. Un must dans le genre. Imagine par exemple, tu arrives au restaurant avec ton épouse. Eh bien là, sans te forcer, tu as toutes les chances de ton côté pour ne pas passer inaperçu. Tout d'abord, tu mets un temps anormalement long pour ôter ton manteau, en accomplissant une sorte de curieuse gymnastique. Puis, en semblant tituber comme une personne vaguement ivre, tu te rends, depuis le vestiaire jusqu'à ta table, à tout petit pas précautionné et un peu penché vers l'avant, comme si tu te déplaçais sur de la glace. À ce moment-là, c'est déjà moitié gagné. Tu seras vraisemblablement parvenu à attirer l'attention d'une bonne partie des autres clients du restaurant. Et pour ceux qui n'auraient pas encore succombé à ton charme, il te reste le moment où, t'étant assis dans ton siège, mais ne parvenant pas à l'approcher suffisamment de la table, tu auras besoin de l'aide de ton épouse poussant celui-ci avec toi dedans, comme l'on pousserait un caddie de supermarché. Sans parler du fait que ta chère et tendre devra venir à ta rescousse pour couper elle-même ton morceau de viande ou de poisson, comme on le ferait avec l'assiette d'un tout jeune enfant. Le succès est alors quasiment assuré. Et pour ceux qui n'auraient pas encore succombé, de découvrir avec en fait un seul bras vaguement capable, ton autre bras inutile et tout agité de tremblements presque incessants, perdu le long de ton flanc, devrait suffire à te mettre en lumière. Enfin, au cas improbable, où il demeurerait encore d'indécrottables réticents, ton bouquet final ne manquerait pas d'achever le travail.
sortir de table en devant t'appuyer sur les accoutoirs de ton siège, pour parvenir laborieusement à la position verticale, retrouver le vestiaire toujours en tanguant à petits pas comptés, puis ne parvenir à remettre ton manteau qu'avec le secours de ton épouse, te permettant de trouver le trou de cette foutue deuxième manche qu'il t'aurait été bien difficile d'atteindre seul. Alors là, sans te forcer outre mesure, tu seras parvenu à attirer tous les regards. Mais je parle, et je m'aperçois seulement maintenant, à voir leur tête, que certains d'entre vous semblent douter de ce que je raconte. Oh, je vois bien ce qu'ils pensent. Ils se disent, il est bien gentil avec son histoire, mais il nous fera quand même pas croire que le prix à payer pour ainsi se faire remarquer ne soit pas parfois un peu élevé. On ne se connaît pas encore totalement, mais pour être tout à fait honnête, je ne puis cacher qu'ils ont raison. Il arrive parfois que certains aspects ci-dessus m'agacent un peu. Quoi? Vous semblez encore dubitatif? Bon, d'accord. Alors, puisque vous insistez, je tombe le masque. Et si vous remplacez certains aspects par tout cela, et m'agace un peu par me pèse terriblement, et encore pour rester poli, vous aurez une idée précise de ce qu'il en coûte de faire l'intéressant dans ces conditions. Et à dire vrai, un anonymat ordinaire me serait tellement plus agréable. Car se réveiller tous les matins en se demandant pourquoi cela? Pourquoi moi? Sans vraiment trouver de réponse. J'ai connu des situations plus excitantes à vivre. Certes, on dit qu'en toutes circonstances, il faut se forcer à voir le bon côté des choses. Mais là, j'avoue qu'il faudrait quand même une furieuse imagination, dont je semble assez dépourvu. Néanmoins, avec un peu de mauvaise foi, je peux en avoir. Et en tordant plus ou moins la réalité, je ne serai certes pas le premier à faire cela, je suis tout à fait capable de feindre de trouver de bons côtés à ce très mauvais film. Et sans vouloir abuser de votre temps précieux, si vous avez encore quelques instants, je veux bien jouer à ce petit jeu avec vous. Alors c'est parti. Tout d'abord, cela apprend à devenir philosophe. Bon, ok, je vous le concède, ça fait cher la leçon de philosophie. Mais dans la vie, on n'a rien sans rien. Et il faut bien admettre que se retrouver être l'habitant d'un corps dont, jour après jour, on se sent de moins en moins propriétaire, un corps qu'on ne contrôle plus vraiment, un corps qui n'en fait de plus en plus qu'à sa tête, il n'y a pas beaucoup mieux pour apprécier à sa juste valeur le célèbre aphorisme de feu Jacques Prévert: on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va. Sans compter qu'en plus d'aider à progresser sur le chemin d'une certaine philosophie, de telles aventures de vie permettent même de progresser en conjugaison et en vocabulaire. Ainsi, moi qui ai toujours eu quelques difficultés à bien maîtriser la différence entre l'indicatif et le conditionnel, je peux vous assurer que je saisis maintenant très bien la nuance qui existe entre eux. Cette molécule testée se montre capable de stopper la progression de la maladie et cette molécule testée se montrerait capable de stopper la progression de la maladie. Car combien de conditionnels j'ai pu lire sur le sujet en oubliant, porté par l'inconscient besoin d'entrevoir une solution au problème, la part de doute qui entoure ce mode sournois que peut être le conditionnel. Et puis on enrichit son vocabulaire. J'ai par exemple appris un mot qui sonne rigolo, le mot idiopathique, que j'ai découvert dans le premier courrier adressé à mon courrier par le neurologue lorsqu'il écrivait: le patient est atteint d'une maladie de Parkinson idiopathique. Et ce mot faussement amusant est en fait un mot prétentieux, pour dire dont on ne connaît pas les causes. Car c'est vrai que ça fait bien plus chic de dire idiopathique que d'avouer honnêtement son ignorance. Mais peut-être aviez-vous déjà remarqué comme moi combien les membres du corps médical aiment souvent à se sentir nimbés d'une sorte d'aura de toute puissance. Ce qui au fond ne serait pas si grave, et même presque risible, si en réfléchissant un peu. Si, cela m'arrive. Je n'en étais pas venu à me demander. Mais au fait, comment vont-ils bien pouvoir s'y prendre
pour parvenir à la guérison d'une maladie dont ils ne connaissent même pas les causes? Eh bien, la réponse est très simple. Ils n'y parviennent pas. Ce qui, vous le comprendrez aisément, n'est pas ce qui m'arrange le mieux. Car pour ne rien vous cacher, je ne suis pas vraiment du genre, quand il y a de la poussière chez moi, à me précipiter sur le balai pour balancer celle-ci sous le tapis. Non, je suis plutôt un pragmatique, qui va s'empresser d'empoigner l'aspirateur pour régler définitivement l'affaire. C'est pourquoi je me sens si mal à l'aise avec cette médecine prétendument moderne et performante, qui se hâte de balancer la sale poussière de M. Parkinson sous l'épais tapis de ses insuffisances. L'objectif se limitant, autant que possible, à masquer les symptômes pendant un temps. Cela au moyen de la L-Dopa, une molécule qui parut révolutionnaire quand elle fut découverte, à la fin des années 60, ce qui, vous en conviendrez avec moi, commence à dater un peu. Sans parler du fait que cette molécule, ayant la fâcheuse tendance d'avoir une très courte demi-vie, il faut avaler chaque jour de belles gélules colorées, 4 à 8 fois, si l'on veut pouvoir un temps se donner l'illusion d'être encore vaguement normal. Ah oui, j'oubliais. C'est encore une de ces notions que, grâce à ce cher James Parkinson, je maîtrise maintenant parfaitement. La notion de demi-vie d'un médicament, c'est-à-dire la durée de temps que met celui-ci pour perdre la moitié de son efficacité. Et en ce domaine, il faut bien reconnaître qu'il en est des médicaments comme des humains. Les inégalités sont criantes. Vous avez les gros bras, comme par exemple la vitamine B12, et puis les modestes, les tout petits. Et pas de chance pour moi, la L-Dopa est de la seconde catégorie. Elle joue tout petit bras, 1 heure et demie environ de demi-vie. Ce qui explique qu'à peu près 2 heures après avoir commencé à produire un certain effet, celui-ci s'estompe brutalement en une dizaine de minutes. Ainsi, en un laps de temps bien court, celui que j'étais, qui se sentait presque maître de ses mains et capable de se déplacer relativement correctement, redevient une victime de tremblements délétères à la démarche laborieuse et hésitante. Et cette oscillation curieuse entre un répit aux allures de petit paradis et une plongée en une sorte d'enfer se reproduit plusieurs fois chaque jour, un peu comme ce que l'on constaterait avec un stroboscope, alternance rapide de phases de lumière et de phases d'obscurité, ou, présenté plus crûment, mais pourtant fort réaliste, presque quelqu'un, presque plus rien, presque quelqu'un, presque plus rien. Croyez-moi, il n'y a pas beaucoup mieux pour bien mesurer la précarité des choses, et bien appréhender l'importance que peut avoir un simple neurotransmetteur dont pendant des dizaines d'années, je n'avais même pas soupçonné l'existence. Et moi qui considérais ma liberté comme très importante, c'est, je dois bien l'admettre, une rude épreuve que de me sentir autant dépendant d'une sorte de base chimie corporelle sur laquelle ma volonté n'a pas prise. Et plus je réfléchis sur le sujet, plus je me dis que le mieux à faire serait sans doute de se tourner vers ces techniques a priori prometteuses qui ont pour nom cellules souches ou thérapie génique au niveau du cerveau. Ainsi, au début de la maladie, lorsque j'avais évoqué ces pistes avec le neurologue, il m'avait aussitôt dit: Oh, ce n'est pas encore tout à fait au point. Faut attendre 5 ans environ pour qu'on maîtrise bien cela. Certes, pas vraiment le genre de réponse que j'avais envie d'entendre. Mais si un peu de vrai mieux-être était au prix d'un peu de patience. Hélas, les choses se sont gâtées lorsque 5 ans plus tard, rempli d'espoir, je renouvelai ma question sur ces techniques aux allures futuristes et que mon cher neurologue s'empressa de répondre: Tout cela est encore un peu expérimental. Je pense qu'on y verra plus clair dans 4 ou 5 ans. Ainsi donc, ces pistes aux allures de promesses auraient tout de cette fameuse ligne d'horizon, qui plus on s'en approche, plus elle semble s'éloigner. Et pour être très clair avec vous, je voudrais vous dire que ce curieux paradoxe me gêne beaucoup moins avec la ligne d'horizon qu'avec les pistes thérapeutiques sur lesquelles le grand naïf que je devais être encore avait fondé tant d'espoir. On en revient donc toujours au même.
Il faut investir dans la recherche pour progresser vraiment sur le sujet. Car même si ce n'est pas une condition forcément suffisante, cela semble une condition indispensable à laquelle on n'échappera pas. En gardant toutefois bien en tête ce célèbre aphorisme attribué à feu le général de Gaulle, les chercheurs qui cherchent, on en trouve, et les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et c'est là que se rejoignent l'homme en souffrance et le citoyen indigné. Indigné que l'on se montre capable de trouver des dizaines de milliards en faveur d'entreprises qui pourtant sont loin d'être créatrices d'emplois à la hauteur de ce qu'elles promettent, et que l'on se révèle infoutu de réunir 2 ou 3 petits milliards pour de la vraie recherche, visant à venir à bout des maux de l'humanité. Je vous l'avoue, en cette affaire, le citoyen souffre aussi énormément, au point que, de plus en plus souvent, l'espoir en vient à me fuir, au point d'en venir à penser que pour un peu se sortir de ce mauvais scénario, il faudrait une sorte de miracle, prenant la forme d'un petit lutin, qui une nuit, pendant les trop courts instants où je trouve un semblant de sommeil, me referait un cerveau tout neuf. Oui, bien sûr, c'est cela la solution, se refaire un vrai beau cerveau, tout fonctionnel. Mais suis-je bête? Je devrais pourtant le savoir, car ma grand-mère le répétait assez. On ne se refait pas. On ne se refait pas. Non, on ne se refait pas.